c'est Clémentine Elise, coach mindset et coach business, les hôtes du podcast de la loose. Si toi aussi t'en as marre de voir que des success stories sur Instagram sans jamais aucune ombre au tableau, c'est le podcast qu'il te faut. L'objectif ici, c'est de dédramatiser, désacraliser et relativiser les échecs pour enfin se lâcher la grappe. À travers des échanges sans langue de bois, on va te partager les galères des entrepreneurs comme toi et moi. Retrouve-nous tous les mardis pour un nouvel épisode et découvrir la vraie vie des entrepreneurs. Alors, prêt à kiffer l'échec ? Aujourd'hui, au micro du podcast de la loose, nous recevons Ferran Jauvert, issu d'une formation artistique et technique et fort de 25 ans d'expérience en tant qu'expert en visual merchandising. Son objectif, ça a toujours été de mettre en avant la clarté, l'organisation et la mise en scène pour optimiser la visibilité des produits, augmenter les ventes et offrir une expérience client mémorable. Mais depuis 7 ans, Ferran il se consacre au coaching non directif, un type d'accompagnement qui consiste à développer et favoriser les formes de savoir que nous acquérons par nous-mêmes en nous fondant sur notre expérience et sur l'auto-apprentissage. Bonjour Ferran, comment vas-tu ? Bonjour Clémentine, ravi d'être avec vous. Et on est ravis de t'accueillir aussi sur le podcast. Et du coup, par coutume, on a l'habitude de faire un petit jeu de questions pour briser un petit peu la glace et se plonger tout doucement dans le sujet du jour. Est-ce que tu es prêt ? Et Dieu suis prêt. Super. Alors, première question, quelle est la personne qui t'inspire le plus et pourquoi ? Oui, il y en a plein en fait. Parfois, c'est pas des gens justement célèbres ou connus. Hein. C'est des gens qui j'ai côtoyés au milieu professionnel, au personnel, qui sont cohérents en fait entre ce qu'ils disent, ce qu'ils font, ce qu'ils pensent. Hein. C'est ça qu'un peu ma quête. Aujourd'hui, c'est trouver la cohérence avec moi-même et je suis inspiré par des gens qui ont cette cohérence. Du coup, c'est pas vraiment forcément de célébrité. Trop bien. Mais ça suffit des fois. Hein. Ok. Quel est le mantra ou la citation qui t'accompagne en ce moment ? Le mantra qui m'accompagne en ce moment. Je suis parti encore avec la cohérence, je suis têtu là en fait. Non, tu es aligné, tu es cohérent du coup. Oui. Non, c'est vraiment ça en fait. J'ai une espèce de quête permanente en faisant attention à ça, en fait. Mettre de la conscience en fait, c'est le plus important. La conscience, parce que je pense qu'on est enveloppé de toutes citations, de phrases toutes faites, mais ma quête c'est de dire d'accord, à quel point je les intègre en fait dans mon quotidien. Par exemple, on parle beaucoup de vivre à l'instant présent. Mais voilà, mais déjà, c'est un chantier immense, hein, vivre, de faire ça, parce que c'est très beau, c'est très poétique à dire, mais bon, en fait, combien de fois la journée, je m'égare, en fait. Et cet instant présent est envolé par des pensées du passé qui reviennent ou la projection du futur permanent. Du coup, un peu, c'est la citation, c'est d'accord, est-ce que je suis dans ces citations, est-ce que je les vis, est-ce que je les intègre dans mon quotidien, en fait. C'est oui ou non, c'est ça. C'est hyper intéressant. Je trouve qu'on est un peu trop envahi des citations qui nous procurent un peu un bonheur instantané en disant oui, c'est quelque chose, parce que c'est quand même très, je disais, poétique ou très enthousiaste ou très valorisant. Mais déjà, avec quelques-unes, on a beaucoup de travail déjà à faire pour les vivre. Trop cool, trop cool. En un seul mot, si je te dis échec, qu'est-ce que tu me réponds ? Échec, justement, je regardais cette semaine une vidéo d'Albert Moukébert qui parlait justement de l'échec et ça m'a un peu réconcilié parce que oui, je pensais auparavant qu'on devait toujours avoir un apprentissage d'un échec. Je cherchais toujours cet apprentissage. Parfois, oui, c'est vraiment très salutaire, mais parfois, je pense que on n'est pas obligé. Tous les échecs ne se convertissent pas, on se transforment pas en un apprentissage que je puisse utiliser. Il disait lui un peu se foutre la paix par rapport à ça en fait, être un peu au calme, d'accord. Hein, ça, je peux en faire quelque chose. Parfois non. Parfois l'échec arrive, c'est comme ça. On les vit au mieux possible en patient ce qu'on traverse et après on passe à autre chose. Mais ne pas toujours un peu. On en parlait toujours avec un ami que parfois on a cette dictature de valoriser l'échec en permanence en disant voilà, tout est presque on va aller chercher en fait. Il faut que je vive un échec pour waouh, pour dire waouh, tu vois, j'ai tombé la tasse de café ce matin, waouh, les 10 apprentissages que j'ai eu. J'adore. Je vais faire 3 postes. Et là, on embellit les trucs. Ben, non, c'est une tasse qui est cassée quand même. Faut pas non plus trouver. J'ironise un petit peu, hein, mais j'exagère. Bah, alors, je m'adresse aux auditeurs, aux auditrices. S'il y a un truc à retenir de l'épisode, c'est exactement ça. Grave. Mais j'adore parce que j'ai eu une conversation comme ça avec quelqu'un où je lui disais, mais tu sais, l'échec, t'as le droit de te foirer en fait. Enfin, je veux dire, Oui, tu peux c'est juste dire bien. que tu t'es foiré en fait. Et puis, à la Oui. base, tu t'es foiré. Donc après,
ouais, chercher le cadeau à chaque fois, bon, si tu veux, mais des fois, juste, tu t'es foiré, tu as le droit de le dire quand même. C'est pas une honte de se foirer. Enfin, on en Ouais. a fait une honte, mais Oui, techniquement, tu peux te foirer et tu peux juste dire que tu t'es foiré et en soi, c'est pas bien de nier au f je trouve qu'on nie beaucoup, en fait. oui, Comme tu dis, en fait, quand on cherche l'apprentissage toujours, c'est un peu genre: «Bah non, moi je me suis pas foiré», c'est Macron ou Sarkozy qui avait dit un truc comme ça, genre: c'est pas que j'ai foiré, c'est que ça n'a pas fonctionné» ou un truc comme ouais, ça. ouais, Bah, si, tu as foiré, bon bah OK, maintenant, comme tu ouais, dis, passons à autre chose, mais tu as le droit de ça, dire que tu as foiré. oui, 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 oui. Comme tu dis, c'est un peu l'acceptation de ce qui m'arrive. Parfois, je l'ai pas cherché, il arrive parce qu'il y a plein de circonstances annexes et je n'aurais pas voulu, en fait, un accident de la vie ou autre chose, mais c'est arrivé. Du coup, comment on l'accepte? Si je prends quelque chose, c'est très bien et sinon, écoute, on gère comme on peut, hein, en fait. On est des humains, hein. Bah, c'est C'est très ça. paradoxal parce que d'un côté, on culpabilise, parce qu'on a eu un échec et on culpabilise aussi parce que des fois on trouve pas d'enseignement à tirer de cet échec. Donc du coup, dans tous les cas, on est mal, alors qu'en fait, parfois, il faut juste se dire: «OK, Ouais, ben c'est pas grave, la vie continue et let's go, en avant, on recommence et on ouais, verra plus tard». ouais. Est-ce que c'est pas aussi lié à cette, culte de la performance permanente, en fait, qu'on doit être toujours, dans cette course des bonheurs, de la être heureux tout le temps, être meilleur que, et cetera, non? Tous ces concours Ouais, aussi de les meilleurs, non? Les meilleurs de quelqu'un. ouais. Le paraître et le Meilleure regard des version autres de aussi parce soi-même. que Oui. Ah, oh là, non, mais non, Clémentine, tu me touches. Tu me prends par mes sentiments. On commence fort, on est qu'à 11 minutes. OK, on va pas partir dans des sujets trop deep de suite. On va reprendre le cours de des petites questions. Alors, si je te dis, quelle est l'émotion qui te définit le plus en ce moment dans ta vie en général? Que ce soit ta vie pro, ta vie perso, dans quelle émotion tu es? Qu'est-ce qu'on peut dire émotion? Est-ce que c'est l'enthousiasme peut-être l'émotion? Ça peut être l'enthousiasme, oui, c'est ça en fait. Ouverte, enthousiasme, créativité, voilà, c'est un peu ça. OK, belle énergie du coup. Ouais. Autre question, quel est le pire conseil qu'on t'ait donné ou celui que tu ne peux plus entendre du tout? Ah, tout le conseil qu'on me donne que je n'ai pas demandé en fait. Petit message subliminal, à qui voudra l'entendre. Non, mais tout le monde, on veut tous aider l'autre en fait, parce que ça nous rapporte du bonheur, parce qu'on veut que l'autre sort un peu de son état de souffrance ou d'ignorance ou de voilà. Mais parfois, il vaut mieux se taire, je pense, hein, ou réfléchir, ou demander à l'autre en quoi je peux. Par exemple, le pire conseil qu'on m'a donné, c'est quand j'ai traversé, peut-être qu'on en parlera plus tard, des processus de maladie grave. Et là, on dit non, ça va aller, t'es fort, etc. C'est quelque chose qu'on nie justement ce que je traverse. Et là, on le remplace par quelque chose de très positif auquel on ne sait pas en fait. Plutôt que demander raconte-moi par où tu passes, est-ce que tu as besoin de t'exprimer, est-ce que je peux faire quelque chose pour, hein? Sinon c'est ça en fait. Surtout dans des situations complexes, parfois on minimise un petit peu et on veut que l'autre il nous donne pas en fait son avis parce que on n'est pas capable de l'absorber, hein. Ça c'est tout à fait ok. Et dernière question, du coup, dis-nous un truc que personne ne sait sur toi. Ça peut être une anecdote, un truc inutile, voilà. Ouais, je suis un peu transparent, du coup il y a pas beaucoup de choses que j'ai pas racontées. Y a pas un petit secret qui traîne de derrière les Un petit fagots? plaisir coupable, Ouais, vous allez pas faire le buzz avec ces podcasts. Nous, on est là pour le gossip. Ah non, non, mais non, il y a rien de secret en fait, hélas. je sais pas, une petite anecdote sur toi, même si c'est pas secret du coup. On Ouais, prend aussi si c'est pas secret, parce que nous on le sait pas, donc ça veut dire que pour nous, pour l'instant, c'est un secret que c'est très gourmand en fait, c'est peut-être ça mon péché, c'est ça en fait. J'ai pas des vices d'alcool ou de cigarettes ou d'autre chose, mais c'est la gourmandise que quand j'étais petit, je me cachais pour acheter des gâteaux. Ah ben bravo! Ah oui. Il y a quelqu'un qui va me comprendre. Mais je me soigne. du coup, pas de bonbons aujourd'hui pour Halloween, J'aime pas les bonbons, par contre, c'est les gâteaux, en fait. Les bons gâteaux, hein, pas les gâteaux OK. industriels là, qui me. Oui, parce que le jour où on enregistre, c'est Halloween, mais le jour où le podcast sera diffusé, on sera déjà en 2026 donc Ouais, ouais, mais bon voilà, écoutez, je me mets dans le thème, du jour. Bon, Tant pis entre-temps, il y pour aura vous. les 2 rois, il y a la buse de Noël. Ouais, voilà, c'est ça. J'espère que vous avez bien mangé à Noël. Oui, on va bien profiter d'ici là. OK, trop bien. Bah, écoute, on a fini les questions. Oui, c'est ça, on a fini les questions, donc on va passer un petit peu plus dans le vif du sujet, même si déjà on est parti, on aurait pu partir très loin sur les citations, et leur signification. Mais si on t'a invité au podcast de la Loose, c'est parce qu'on voulait parler d'un sujet qui est finalement assez peu démocratisé. En tout cas, on n'entend pas trop parler de justement comment se lancer
dans l'entrepreneuriat à plus de 50 ans et surtout à travers ton parcours qui a été assez atypique, hein, parce qu'avant d'être entrepreneur, tu as eu plusieurs casquettes, tu as fait plein de choses et tu as traversé aussi, ben, des obstacles, des galères. Tu nous disais aussi une question de santé assez grave et Oui, cetera. L'idée, c'est qu'avant qu'on entre peut-être dans le vif du sujet, c'était quoi le contexte? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, justement: «Je me lance dans l'entrepreneuriat»? Est-ce que c'est suite à ces maladies? Enfin, voilà, dis-nous un petit peu comment tu as fini par arriver à ce domaine-là, en fait, enfin, à ce ouais, à cet endroit-là? oui, oui. J'ai jamais eu en fait la casquette entrepreneur comme ça. Même si mes parents ils étaient commerçants, mes grands-parents aussi, j'ai une famille où tout le monde était vraiment en profession. Ils avaient leur commerce, leur business. Mais moi, c'était parce que j'étais licencié il y a quelques années, c'est tout. Hein. Il y a 3 ans et quelques que j'étais licencié. Et là, il a fallu dire d'accord à justement à plus de 50 ans dans un métier qui favorise la jeune génération, hein, c'est très difficile en fait de trouver un emploi parce que j'ai travaillé dans l'univers de la mode et la mode, peut-être de 53, 4, 5, on devient un peu obsolète. Et voilà, on est assez vite remplacé, hein, c'est ça. Du coup, c'était pas par choix, sinon c'est par voilà, je regardais un peu le marché et ce qui se passe. Mais j'avais déjà anticipé ça en fait. J'ai dit moi dans mes dernières lignes droites professionnelles, il faut que j'anticipe ce que je veux vraiment faire, hein, ou que ce qui m'anime en ces moments. Voilà, mais tout en cohérence en fait. C'est pas une rupture entre mon ancien job et c'est quelque chose que je pense que c'est important de le dire parce que parfois on pense, ouais, on fait reset, zéro et on part à autre chose, sinon que non. Une expérience professionnelle nous accompagne et on peut utiliser plein de ressources, plein de choses qu'on a appris parce que c'était un apprentissage permanent. OK et donc ça, donc c'était un petit peu anticipé quand même, tu commençais à réfléchir, «OK, je sens que là, on va arriver à la fin, donc il faut que je trouve une porte de sortie, enfin de quoi rebondir ou voilà, poursuivre finalement». Ça, c'était il y a combien de temps exactement? 2017, je commençais déjà à me former hein, dans le coaching professionnel. J'ai une formation très longue, de presque 2 ans. Et après, une fois j'étais licencié, j'ai repris encore mes études de coaching pour faire une autre formation qui a duré presque 2 ans aussi, justement pour me professionnaliser, pour regarder qu'est-ce qui s'est fait aujourd'hui de plus innovant, de plus nouveau dans les milieux. Et je l'ai trouvé, j'allais chercher jusqu'en Argentine et après j'ai fait des études à Madrid à distance pour compléter ces parcours de formation. C'est pratique quand on parle espagnol, hein, parce que Et vous de l'aurez entendu, hein, heureusement, bon, ça tombe, le hasard fait que c'était vraiment les dernières propositions et études et académiques, elles étaient faites en espagnol. Du coup, ça tombait bien, en fait. Hein. Ça aurait été en anglais, je ne serais pas là, en fait. Je suis très mauvais en anglais. Et simple curiosité, est-ce que c'est pas difficile de se replonger dans les études justement quand on a passé, X années à travailler, dans le monde «vie réelle» entre guillemets? Est-ce qu'il y a pas déjà un premier obstacle à la reprise d'études? Il y a un obstacle parce qu'on n'est pas dans cette dynamique hein, d'étudier et surtout que euh, mon socle d'études était basé sur une thèse doctorale de 800 pages. Et la première fois que je commençais à lire les premières pages, quand j'ai dit la méthode axiomaticologique déductive et qu'est-ce que c'est un axiome ou qu'est-ce que c'est l'épistémologie, tous ces mots-là, j'ai dit, mon Dieu, j'ai dit, je vais jamais y arriver. Il a fallu vraiment s'entraîner à nouveau à apprendre à avoir cette dynamique, cette discipline aussi de travail, hein, de se plonger, de rédiger, de faire des résumés, etc. Hein, mais bon, c'est comme faire du vélo, ça revient en fait. Et tu es là aujourd'hui pour en témoigner, donc c'est que tu as réussi, malgré tout. Oui, 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 oui. OK, trop bien. Donc tu fais, bah, quasiment 4 ans finalement de formation de coaching, si je comprends bien. Oui. Hem, Tout se passe, sur des roulettes? Je veux dire, est-ce que tu as commencé à te lancer justement, au bout de 1 an, 2 ans? Enfin, comment tu as initié en fait cette transition, salariat et entrepreneuriat? Comment ça s'est mis en place? J'avais commencé vraiment avec cette période de bêta test en disant voilà avec des clients réels de faire vraiment des processus complets qui devaient être supervisés en permanence. Il y avait des allers-retours avec mes mentors pour justement à la fois valider, à la fois chercher qu'est-ce qu'il y avait de meilleur à rectifier, les axes d'amélioration, etc. Du coup, c'était vraiment ce processus de voilà, valider en fait mes acquis et parce que c'est pas parce qu'on lit des livres et des thèses doctorales qu'on devient un coach, c'est pas parce qu'on est là en la théorie, une bonne théorie on excelle dans la pratique. Du coup, il fallait vraiment avoir cette période qui est très longue aussi. Et après, bon, je me suis lancé, j'ai monté ma boîte et hélas, là, une période de maladie arrive, j'ai eu un AVC, un accident cardiovasculaire qui fait que j'ai arrêté pendant 1 an et ça nous ramène à l'année dernière où, pour moi, je considère que j'ai vraiment inscrit mon entreprise, ça fait 1 an, en octobre 2024 hein, jusqu'à aujourd'hui.
OK, ouais, donc tu étais en train de commencer à bien te lancer, enfin à tester, à appliquer vraiment pour, rendre les choses, bah, la théorie concrète finalement et voir ce qui fonctionne pas et là donc la maladie qui te tombe dessus. Oui. Heu, donc ça, j'imagine que ça t'a, bah, ouais, bloqué pendant un moment, mais c'est-à-dire que ça a duré il y a eu de la sûrement de la pas de la réhabilitation, c'est quoi le mot? Oui, c'est un peu ça, en fait, parce qu'en fait, j'avais perdu, plein de capacités cognitives. Ouais. Dans le sens que mon cerveau ne pouvait pas, raisonner, avec une vitesse, normale, que je ne supportais pas, en fait, de pouvoir, en échange avec quelqu'un. Une conversation, c'était d'une fatigue, énorme. Des mois d'acouphènes, des mois sans dormir, des être allongé en permanence parce que la tête ne devait pas bouger et cetera. Ça veut dire les conditions n'étaient pas aptes pour pouvoir échanger simplement avec un être humain. C'était pas possible. Du coup, il a fallu récupérer justement ces capacités cognitives. Et là, c'est l'écriture qui m'a beaucoup aidé. C'est-à-dire que j'ai dit, d'accord, qu'est-ce que je peux faire dans mon lit pendant des mois? Et j'ai commencé à écrire sur LinkedIn, hein, sur ma passion qui est le coaching. Et là, ça faisait que un poste, ça durait entre 2, 3 jours minimum. Écrire un petit article, c'était 2, 3 jours de travail parce que j'étais très lent. C'est quand même enfin, c'est quand même énorme parce que quoi qu'il arrive, même si c'était très dur, visiblement, c'était un petit peu ton pilier. Enfin, ça t'a permis de te soutenir et de te challenger aussi, pendant ces mois de réadaptation, de Oui, réapprentissage même, j'ai l'impression. oui, exactement. Oui, parce que même quand on peut pas, je me dis, quand on peut pas faire grand chose, qu'est-ce qu'on peut faire? Et même en étant à l'hôpital pendant, plusieurs jours, j'ai dit: «Bah, d'accord, je peux pas bouger de lit, absolument pas». Les premiers jours, c'était, interdit. Il dit: «Qu'est-ce que je peux faire?» Et du coup, j'ai fait des photos de la chambre, jour et nuit, il y avait les lumières et des choses comme ça. J'ai dit: «Voilà, on est dans une situation, on accepte ce qu'on disait tout à l'heure. Qu'est-ce que je peux faire là-dedans?» Est-ce que je peux faire des choses ou non? Si je peux faire ça, oui. Et c'était assez beau, en fait, de voir ce cycle de jour et nuit, en fait, et comme le soleil faisait des formes dans la chambre, comment la porte est restée entrouverte, est-ce que j'ai voyé à travers la porte? Est-ce qu'il y avait des passages? Non, je veux dire, c'est le détail, en fait, qui compte en disant, voilà, c'était pas, j'ai pas choisi cette situation-là, mais elle m'apporte quelque chose. C'est hyper fort de réfléchir comme ça, j'ai des personnes dans mon entourage qui ont eu, sensiblement le même genre de soucis et du coup, la question que je te pose, elle est, extraite de leur retour d'expérience à eux. Est-ce qu'à un moment donné, justement, dans cette période, tu as pas eu envie de baisser les bras ou de faire d'autres priorités que, l'activité professionnelle? Non, parce que c'est dit, bon, qu'est-ce que tu peux faire dans ces moments-là? Est-ce qu'il y a des réflexions à pousser? Est-ce que ça, justement, ça affine en fait ma proposition. Le temps de réflexion il est rare parfois. Là, comme j'avais mon temps à disposition, tant mieux. Ça peut maturer en fait ma proposition. Ça peut mieux trouver mon ton, etc. Ça veut dire non, non, c'était superbe. C'était pas superbe d'avoir un AVC, hein, c'était superbe. Je vous le conseille à tous, super expérience, Ouais, OK. Ouais, mais ça t'a donné le temps justement de réfléchir à ce qui était vraiment important et prioritaire pour toi dans ta vie et du coup, derrière à mettre en place les exactement. premières briques Oui, qui vont construire la suite aujourd'hui, quoi. oui, oui, ouais, c'est fort parce que, enfin, comme tu dis, enfin, Lise, je pense que tu as peut-être été aussi confrontée à des personnes qui disaient: «Bah, ouais, c'est la merde, je peux rien faire, en fait». Enfin et c'est là que tu vois l'état d'esprit, de quelqu'un qui a travaillé peut-être sur lui, enfin, qui a une vision de la vie assez ouverte, genre, «Bah, ouais, je peux rien faire, mais il y a peut-être un tout petit truc que je peux faire quand même malgré tout» et d'autres personnes et attention, je juge pas, hein, je suis pas sûre que moi je me serais dit: «Je vais faire des photos, c'est bien, c'est mieux que rien», j'avoue, je suis pas sûre, hein, mais mais c'est génial d'avoir cet état d'esprit de au lieu de tout de suite te dire: «Bah, ouais, c'est la merde, je peux vraiment rien faire, je suis foutue et tout». Comme tu dis, tu es victime de la situation, mais en fait, tu peux quand même faire quelque chose, même un mini truc, quoi, donc c'est Mhm. assez incroyable, enfin, Ouais, d'avoir rebondi là-dessus et que ça te serve en plus après pour: «Bon, bah, je prends ce temps» que comme tu dis, on a très peu de temps de réflexion quand on se lance généralement, on est toujours tête baissée, faut aller vite, on en parlait, la performance, donc vite, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. ouais, Là, en fait, ça t'a ouvert un espace, que tu aurais peut-être pas pris en temps normal, finalement. ouais, ouais, ouais. Et une fois, ce qui m'accompagne toujours, c'est quand on dit ah, c'est m'est arrivé ça et pourquoi moi en fait. Moi, je me dis toujours, je complète et pourquoi pas moi justement. Et que ça me permet de relativiser aussi, à dire oui parce que je suis pas différent à nous tous et on est tous pareils et ça nous arrive des choses et ça nous arrivera toujours des choses propres ou par rapport à notre entourage, par rapport à professionnel.
personnel, et cetera. Du coup, j'ai fait me dire: «Pourquoi pas moi?» Ça m'aide, en fait, à mieux l'accepter. Ouais, ça te remet, à l'équilibre, en fait, avec les autres, quoi. C'est bah, oui, bah, tu es un être humain, donc en fait, à partir de là, ça peut t'arriver comme ça peut arriver à n'importe qui, ouais. Ouais, OK. ouais, ouais. OK, donc ça dure plusieurs mois? Enfin, le temps de se remettre, de pas être aussi fatigué juste à une conversation et cetera et quand est-ce que tu te dis: «Là, c'est bon, enfin, ça va mieux, là, je suis capable», quand est-ce que tu relances? Comment tu relances? Oui, C'est quoi la j'ai relancé, j'avais en fait, le besoin d'avoir une preuve que je avais toutes mes capacités cognitives à nouveau. Du coup, j'ai fait un deal avec une personne pour faire un accompagnement de 3 mois, et en disant: «Voilà, hein, sentons-nous libres de voir si j'ai les capacités ou non et pouvoir se le dire avec cette personne-là». C'était un accompagnement réel, en fait, avec une problématique réelle, mais j'ai expliqué ma situation, et du coup, voilà. À la fin, j'ai dit: «D'accord, je suis à nouveau apte, en fait, pour, je n'ai pas ni la fatigue physique, j'ai la compréhension, je peux, avoir les compétences au service de l'autre». OK, trop bien. Et du coup, comment on repart? Comment tu relances la machine? Comment tu relances ton activité de manière assez concrète? C'est quoi les actions un petit peu que tu vas développer par la suite? D'abord me former parce que, en travaillant 25 ans en tant que salarié, il y a des compétences qu'on délègue en permanence. J'étais dans des services de marketing où il y avait, 7-8 graphistes, où il y avait des gens pour la publicité, des gens pour le marketing, des gens pour tout, en fait, hein. Du coup, quand tu as une position que tu es cadre, il y a tout un dispositif que tu délègues, mais tu connais rien des autres métiers. Du coup, là, c'était d'accord, comment aujourd'hui je peux me rapprocher des meilleurs ou des personnes qui peuvent m'accompagner dans le copywriting, dans la prospection sur LinkedIn, dans, justement la page LinkedIn, comment on la construit, dans, le personal branding, tout ça. Du coup, j'allais chercher en fait des personnes pour me faire accompagner à mon tour et apprendre à nouveau. Parce que ce côté marketing est associé par rapport à mon activité, et c'est là où j'avais des lacunes, hein, en étant salarié pendant 25 ans. Et c'est une, décision que tu as eue, immédiatement ou tu as quand même voulu essayer par toi-même au début pour voir si tu étais potentiellement capable de le faire? Ou tu Non, t'es dit: «Non, je cherche même pas, je délègue et j'irai plus vite»? non, j'étais assez lucide en fait. C'est que je sais pas faire une page de vente, alors qui peut me la faire? Parce que la perte de temps pour ça, en fait, de dire: «D'accord, je vais apprendre WordPress ou je sais pas quoi», tout ça, c'est un truc, c'est un casse-tête. J'ai besoin d'un logo, oui, je peux donner un cahier des charges précis, mais quelqu'un va me le faire, comme il faut, et cetera. Le copywriting, d'accord, je m'amuse à écrire, j'ai appris des choses, mais quelqu'un peut mieux structurer ou aller plus loin. Du coup, pour moi, c'est évident, en fait, qu'il faut se faire accompagner quand on n'a pas toutes les ressources, toutes les compétences. C'est évident pour moi, quand on a les moyens de le faire. Et si on n'a pas les moyens, on essaie de comment faire des deals avec quelqu'un d'autre, des partenariats, en disant: «D'accord, est-ce qu'on peut faire un échange de métiers, de compétences?» et cetera, hein. Mais un peu, je sais pas. Il y a toujours ce côté, entre, être coach comment tu en fais une entreprise, en fait, hein. C'est pas, j'ai des compétences que je sais pas. Il faut accepter cette ignorance qu'on a nous tous, hein. L'ignorance de qu'on ne sait pas tout et qu'il faut chercher les connaissances, hein, externes ou internes. Ouais, mais ça, c'est pas facile pour l'être humain, hein. Il aime pas, montrer des faiblesses. Oui, mais c'est une évidence, en fait, que Mmh. quand, je dois trouver une solution, la solution, c'est parce qu'il me manque quelque chose aujourd'hui. Du coup, ce manque, c'est pas une connaissance, hein. Quelqu'un va m'apprendre quelque chose, moi, je dois apprendre quelque chose pour arriver à trouver une solution. Bon. Et du coup, est-ce que tu as pas eu quand même justement quand tu as vu que, bah, en fait, je vais pas pouvoir faire juste mon métier, il va falloir aussi que j'apprenne tous ces domaines, enfin, en tout cas, que je me fasse aider, accompagner. Est-ce qu'il y a pas eu un moment un peu de même si tu sais, OK, j'ai des choses que je connais pas, il y a des choses que je maîtrise pas et que tu étais très conscient de ça, mais est-ce que ça fait pas un petit coup de «pression» entre guillemets, de stress ou des doutes, de te dire: «Putain, mais il va falloir que je fasse tout ça, en fait, avant de me lancer Oui, concrètement à faire ce que j'aime» ou oui, mais pour moi, c'est pas le mot, le doute ni le stress. Il y a c'est la patience plutôt. Blocage, dans combien de temps il faudra, en fait, pour obtenir des résultats. Et là, c'est la maîtrise de la patience, la maîtrise du temps et la maîtrise de tout ce qui est, le volet économique aussi. Jusqu'à quand je peux me permettre, en fait, de me former, et cetera, avant d'avoir le résultat escompté. C'est ça, en fait. Sur le 2 leviers, c'est ça, la patience et le
volet économique, c'est tout, hein. Et est-ce que tu étais conscient de tout ça avant de te lancer dans l'entrepreneuriat? C'est-à-dire, est-ce que tu savais que il fallait bon, te faire accompagner, c'était évident pour toi, mais est-ce que tu avais pris conscience de l'ampleur de ce que ça représente l'entrepreneuriat, en plus de ton propre métier? Et pareil, est-ce que tu avais conscience que du coup, ça allait prendre du temps ou tu l'as un peu découvert sur le tas et tu as, réagi en fonction, tu as adapté ton comportement en fonction? Oui et non, dans le sens que, quand j'étais dans les merchandising, j'ai eu une expérience en freelance pendant des années. Et là, la différence, c'est que comme j'étais déjà un peu connu dans les marchés, ma prospection était très facile. Avec le bouche-oreille, j'obtenais des clients et des contrats très facilement. Et là, j'ai dit: «D'accord, je pars quelque chose où, personne me connaît, personne m'attend et en plus avec une discipline où, j'ai étudié vraiment une proposition qui est très différente au coaching conventionnel. Ça fait que, il y avait plein de nouveaux paramètres auxquels, il a fallu, un peu adapter et faire face, hein. Du coup, oui, c'était, moins facile de ce que j'ai imaginé et plus complexe de ce que j'imaginais, oui. Ça l'est toujours encore, hein, je suis en quête de d'apprentissage et ce n'est jamais fini. Et du coup, pardon, je rebondis par rapport à ton âge. Est-ce que tu penses que du coup, ça a été un frein quelque part? Est-ce que ça a eu une conséquence aussi dans, le lancement de cet entrepreneuriat-là ou même dans, l'apprentissage de certaines compétences pendant tes formations et cetera? Ou justement tu en as fait une force parce que de ton vécu, tu avais du recul nécessaire, plus de maturité ou mix des 2. Je sais pas comment ça s'est passé, vis-à-vis de ça? Et il est bénéfique pour moi pour, cette maturité justement. Par contre, il y a la contrainte que, j'en fais un peu le compte à rebours, hein. J'ai 56 ans et combien de temps il me reste en fait? La patience à un moment donné, je dis: «D'accord, mais en fait, il me reste 10 ans à travailler peut-être, d'accord?» Et là, c'est quelque chose qui s'impose. C'est pas pareil de démarrer à 30 ans ou 40 ans, on dit: «D'accord, il y a toute ma vie, entrepreneuriale, qui est dans le futur». Et là, c'est un peu de aïe, c'est comme si je restais des années, un de moins. Il faut que tu ailles plus vite, tu vois? Il faut que ça et ça, oui, ça pèse en fait. Ça pèse un peu, ce côté de temps et d'impermanence aussi, hein. Ça, il faut le gérer. Et du coup, comment tu gères? Parce que voilà, sans être désagréable, mais non, mais Oui. du coup, comment tu gères? Parce que ça doit, comme tu dis, il faut ce côté impatient, on en parlait justement tout à l'heure, on a envie que tout aille vite, on est 30 ou 50 ans, on a cette impatience, mais effectivement, toi, tu dis, il y a ce côté aussi impermanent où tu as encore un peu moins de temps peut-être pour pratiquer. Donc comment tu gères ça, au Ouais, quotidien? Comment tu arrives à te raisonner ou pas? Enfin, ouais. Avec l'objectivité, en disant: «D'accord, quelle est ma réalité d'aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai obtenu aujourd'hui que je n'avais pas il y a 3 mois, il y a 6 mois, en fait? Comment ça évolue? Qu'est-ce que tu as fait? Quels sont les résultats que j'ai eus?» et cetera. Et ça fait que me donne un peu le pied sur terre et pas toujours, une c'est pas je pense qu'on, je peux être très bon aussi à imaginer un peu la catastrophe, est-ce que ça marche pas? Et cetera. Écoute, d'accord, mais bon, aujourd'hui, tu en es où? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui te manque à faire? Qu'est-ce que tu voudrais faire? Et comment ça se passe? Et aujourd'hui, je suis mieux qu'il y a 3 mois, il y a 6 mois. Tu vois? C'est que les choses évoluent. Et si je veux accélérer, alors mettre les moyens pour l'accélérer. Et vraiment, il faut avoir une conversation avec soi-même en disant, mettre les choses, noir sur blanc, hein. Accélérer, ça veut dire quoi? Pour quand? En bref, si je me fais une autre séance de coaching, même si c'est pas possible, mais Je hein. suis sûre que nos auditrices et nos auditeurs, ils sont en train de prendre des notes justement. ils en profitent, c'est gratuit, c'est offert, petite séance, posez-vous les bonnes questions. Et surtout à enlever un peu la pression, en fait, parce que, de maintenir cet enthousiasme dans le présent, d'accord, qu'est-ce qu'aujourd'hui, je fais qui m'apporte cette, voilà, je vais dire joie, c'est pas si on peut dire joie, voilà, cette envie, en fait, hein. OK, et on en parlait, enfin, on l'a évoqué, rapidement tout à l'heure, mais justement, il y a le côté financier parce que, bah, ouais, c'est bien comme tu dis, on se focus sur le présent. «Allez, vas-y, qu'est-ce que je fais là maintenant?» J'agis et j'ai peut-être de la gratitude déjà pour ce que j'ai, comme tu dis, sur l'évolution que j'ai peut-être, par rapport à il y a 3 mois, mais est-ce que financièrement aussi, c'est OK pour toi? Alors, je te demande pas tes comptes bancaires évidemment, mais, Ouais, est-ce ouais. que voilà, est-ce qu'il y a pas cette petite pression ou comme tu disais tout à l'heure, jusqu'à quand, en fait, je vais pouvoir être dans cette situation-là? Oui, oui, oui. Là, il faut tuer l'ego, en fait. Il faut vraiment vraiment l'envoyer, en vacances, c'est ça. D'accord, quelle est ma réalité d'aujourd'hui? Est-ce que niveau financier, je peux être en danger? Non, pour ce genre de métier.
non en faisant l'accompagnement à quelqu'un. Parce que accompagner quelqu'un, pour moi, c'est j'ai un client égal à tant de chiffre d'affaires. Non, je dois être vraiment disponible dans ma tête, dans mon esprit pour accompagner quelqu'un avec mes compétences, mais ne vois pas que un client en fait, parce que je serais mal à l'aise en disant j'ai besoin de 3 clients par semaine. Du coup, comment me donner la chance que j'ai un coussin de sécurité financier pour être patient. Le pire, c'est être en stress de j'ai pas les minimums pour payer mon loyer, pour payer tout ça. Du coup, j'ai assuré ces coussins de sécurité financiers qui sont mes ressources. J'ai vendu un appartement en Espagne, par exemple. J'ai eu les conditions de licenciement qui étaient très positives en ayant un pôle emploi, etc. Et ne pas. Mon objectif est clair, en fait. Je voudrais arriver à faire quelque chose par rapport au coaching. Après, les moyens, parfois, si je dois prendre un travail alimentaire, je pourrais le faire. C'est-à-dire, d'abord, de dire, je tue mon ego en disant, ah oui, mais tu as des postes de responsabilité, tu as bien gagné ta vie, tu as ta voiture de fonction, etc. Aujourd'hui, tu peux faire 2-3 heures, 2-3 jours, par exemple, chez quelqu'un. Dans le but c'est un passage obligé pour assurer mon activité. D'accord, de faire ça. Je trouve que c'est très intelligent de faire ça, en fait. Si on perd pas l'objectif de base, en fait. Hein. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. J'ai pas avoir eu recours à un travail alimentaire, mais c'est envisageable. Si jamais je vois qu'il y a des périodes où ça se passe moins bien, en fait. C'est vraiment juste prendre, si nécessaire, un job alimentaire pour venir nourrir derrière, enfin, relancer le projet, enfin, continuer à le nourrir, mais Exactement. de façon sécuritaire, voilà, comme tu dis, sans stresser de devoir payer ton loyer et de pas savoir si tu vas y arriver, Ouais, ouais, ouais. et c'est vachement intéressant ce côté égo dont tu fais part de: «Ah ouais, mais avant tu avais un super salaire et tout, Ouais, du coup tu es trop nul si tu redescends à aller bosser chez McDo», ou enfin, ouais. truc comme ça, le truc classique. Alors qu'en fait, bah, non, au contraire, je trouve que c'est toujours très courageux de prendre ce genre de décision et que déjà, il y a pas de sous-métier et puis surtout, c'est très courageux de prendre ce genre de décision de en fait, je fais ce qu'il faut pour aller là où je veux, donc c'est génial de d'avoir ce genre de réflexion-là, enfin, je trouve. OK, mais bon, pour l'instant, du coup, tout va bien financièrement, enfin, en tout cas, voilà, tu as ce petit En fait, coussin c'est comme tu l'argent, disais, c'est une chance, de faire son travail, mais ce n'est pas le but premier pour moi, en fait. Dans le métier de l'accompagnement, hein. Mon frère, par exemple, il est ingénieur, il est aussi thérapeute d'un côté. Et lui, il a continué à faire quelques heures d'ingénieur pour pouvoir justement avoir de plus en plus de clients. Aujourd'hui, c'est renversé. Le fait que les années font qu'aujourd'hui, il y a tellement de peu de temps pour faire d'ingénieur que il a dû l'abandonner, son métier d'ingénieur. Mais le deux était nécessaire pour construire son activité principale. ouais et puis ça aide aussi, je pense mentalement, enfin, d'avoir cette sécurité de se dire, «C'est bon, j'ai le travail qui me ramène l'argent nécessaire pour vivre» et du coup derrière à côté, je peux être pleinement, comme tu disais, conscient, dans mes séances, dans mes accompagnements. En fait, j'ai pas ce stress qui est en arrière-plan là de: «OK, c'est cool, j'ai un client, mais il m'en faudrait 2 de plus cette semaine, sinon c'est chaud, quoi». Et aussi pouvoir avoir le luxe de offrir des processus de coaching ou des séances à des gens qui ils en ont besoin, mais ils n'ont pas les moyens. De faire un peu de bénévolat, je veux dire, rien de plus. Quand tu es dans le stress financier, tu peux pas te permettre de faire ça. C'est marrant cette vision parce que j'ai l'impression que ça crée un nouveau modèle d'entrepreneuriat dans le sens où on a plusieurs schémas assez classiques, soit le salariat et tu salarié toute ta vie, tout va bien, soit tu entrepreneur et cetera, soit tu salarié avec un side business en tant qu'entrepreneur. Mais la façon dont tu le racontes, j'ai l'impression que c'est plutôt l'inverse. Genre, tu es entrepreneur avec potentiellement un side business dans le salariat qui te permet juste d'injecter ton temps, ton argent, ton énergie au bon endroit pour derrière développer ta boîte, pour bah, potentiellement servir, comme tu disais, via du bénévolat, des personnes qui auraient besoin de tes services mais qui peuvent pas forcément les payer. Et je trouve ça hyper intéressant de voir fait d'avoir un petit boulot salariat à côté comme un side business plutôt que je suis salarié avec un côté entrepreneur. Je sais pas si c'est clair ce que je dis? Si, si, c'est très clair en fait. Aujourd'hui, il y a cette porosité, je trouve, passerelles qui sont pour moi essentielles et s'y libérer de ces injonctions que parfois on se met nous-mêmes en fait. Là, par exemple, j'ai lancé il y a un an une marque d'accessoires de pour aider les gens à se reposer. J'ai fait des masques de nuit avec des matériaux de récupération. Tu dis, qu'est-ce que ça a à voir le coaching avec de la couture? Je dis, oui, mais pour moi, c'est mon écosystème, c'est mon histoire, c'est
Et favoriser que les gens puissent se reposer, pour moi, ça va aussi dans cette introspection qu'on en a besoin, de prendre son temps, on parlait de l'instant présent. Qu'est-ce qu'il y a mieux de fermer les yeux et d'être tranquille et pas scroller tout le temps sur le portable. Attendez, je vais faire une pause, là, je vais fermer les yeux, je vais prendre le Oui. temps de vous écouter pleinement. Ça peut vous dire on est tellement, on a tellement de choses capables de faire des choses différentes à un moment donné. En fait, ce que je voudrais dire, que je suis pas défini par rapport à un métier. C'est ça. Je suis pas un coach. Aujourd'hui, j'exerce ce métier de coach, comme j'ai fait de la couture, comme j'ai fait plein de choses, en fait. Mais je suis pas identifié par rapport à quelque chose. Parce qu'une fois que j'aurais quitté cet emploi, qu'est-ce qui resterait, hein? Quand tu es plus coach, t'es quoi, en fait? Tu disparais. Non, hein. Je suis celui qui fait plein de choses, en fait. Et qui peut changer des métiers, et qui peut faire des choses en même temps, hein, et qui des choses qui ont rien à voir, en fait, mais qui répondent à des valeurs, des façons de penser, de voir le monde, etc. J'aime faire de la photo parce que j'ai fait les beaux-arts, aussi parce que c'est une vision de voir le monde différent. La couture me rapporte autre chose, le coaching me rapporte autre chose, la cuisine m'apporte autre chose, etc. Et je pense qu'on nous touche un peu comme ça, non? Ah ben, clairement, mais c'est vrai qu'on a tendance, comme tu dis, à se mettre une étiquette de «je suis», voilà, et souvent quand on se présente: «Ah, tu qui?» «Bah, Clémentine, 33 ans, je suis coach», et on se définit très souvent par notre métier ou voilà, par un truc très spécifique alors que, comme tu dis, on est, très riche en fait, l'être humain est riche, je suis pas que coach et heureusement parce que sinon, bah, comme tu dis, le jour où tu arrêtes ton boulot ou tu changes, bah, grosse crise identitaire en vue quoi. Parce que du coup, et il y a plein de gens, je sais, qui bon ça va être un peu morbide, mais qui dès qu'ils arrêtent le travail, en fait, c'était leur raison de vivre tout simplement et ils ne savent et littéralement, leur vie se termine parce Ouais. que en fait, ils ont plus cette raison, ils ont plus de quoi s'identifier et tu te dis: «C'est terrible», alors qu'en soi, tu as sûrement plein de choses à proposer autres que ton travail, quoi. Peut-être ton jardinage, voilà, ce que tu fais dans ton jardin, tes lectures. Mais bon, c'est vrai qu'on est très catégorisé quand tu vois même des sportifs qui vont se enfin ouais. Même à proposer ton être sans rien faire, c'est que Mmh mh. est-ce qu'on est essentiellement quelque chose de personnes qui faisons en permanence des actions ou qui nous soyons aussi, hein, par rapport à ce qu'on est, parce que ce qu'on a à dire, notre sensibilité, notre façon de communiquer, notre façon de partager, notre façon d'aider, et tout ça, tout ça, c'est une complexité et pas se réduire à un seul élément. Parce que c'est là où je suis légitime, parce que je suis sur ma notoriété, parce que j'étais reconnu dans mon travail. Ça aussi, c'est quelque chose que quand qu'on a travaillé pendant 25 ans dans des boîtes, on était reconnu par notre travail. On a même personne te reconnaît parce que tu es nouveau, parce que tu n'es pas connu. Quand tu n'as pas la légitimité, parce que tu n'as pas l'expérience, parce qu'il y a tout ça, il faut faire un travail aussi de dire, ah, mon coco, c'est pas la même chose, hein. Je veux dire, hein. C'est clair, c'est clair. Bah, c'est comme, j'en parlais avec quelqu'un il y a pas longtemps, quand tu as toujours été, très bonne élève, là, tu as toujours été récompensée, enfin le système scolaire récompense, bah, les bonnes notes et tout ou et que là, d'un coup, après, tu arrives, ben, ne serait-ce que dans l'entrepreneuriat, bah, comme tu dis, la reconnaissance, elle est pas là. Genre, je sais pas, tu as fait une bonne séance de coaching, il y a pas quelqu'un qui va forcément te dire, «Waouh, bravo, super, merci beaucoup, c'est exceptionnel, cette séance, elle a été super bien dirigée», enfin pas dirigée justement, mais elle a Oui, été oui, super bien menée, oui. accompagnée, «Ah, c'est excep» Et et je dis ça, mais même dans ton copywriting, tes posts LinkedIn et cetera et tu dis: «Waouh, c'est violent» parce qu'avant j'avais l'impression que tout me réussissait et puis là, ça a l'air un peu plus complexe et tout et c'est vrai que ça Oui. faut faire son chemin, quoi. Exactement. Qu'on est, c'est intéressant ce que tu dis, Clémentine, sur cette récompense parce que les coachs, justement, on est parfois, on peut être tenté à absorber cette reconnaissance de façon très rapide parce que c'est très. Quand quelqu'un te dit, par exemple, oh, tu m'as transformé la vie, moi je sais que c'est faux en fait, parce que je n'ai pas le pouvoir de transformer quelqu'un. Déjà, une. Et de deux, je ne le prends pas comme quelque chose, je le fais de façon neutre en fait, mettons les choses dans son cas. Parce que quelqu'un qui n'est pas content a la même valeur que quelqu'un qui est content. Le plus important, c'est qu'est-ce que j'ai fait moi, en fait, qu'est-ce que j'ai appris, comment je peux améliorer ma pratique, indépendamment du résultat de l'autre, qui doit gérer à sa façon, hein. Mais c'est très gourmand dans des métiers où on est beaucoup des compliments parfois. Quand tu dis tu m'as sauvé la vie, tu m'as transformé la vie, c'est fort quand même, hein. Et nous, on pense parfois, je peux au début de ma carrière penser que waouh, qu'est-ce que le pouvoir que j'ai en fait, tu vois. Ça, il fallait aussi l'éliminer très rapidement en fait. Oui, Faut parce pas que me ça vient voir. nourrir ton ego finalement. Oui, exactement, exactement. Et Et on a non, dit que l'ego, il fallait le tuer. exactement. 2 fois déjà. Bon, bah, c'est Halloween, on peut se le permettre.
Non, voyons, Noël est passé, on est dans la bienveillance et le chaleureux. Arrêtez de tuer des gens. On a tué l'hiver, on est dans le printemps. Mon Dieu. Ouais, non, mais c'est super intéressant. Enfin, c'est vrai que finalement, un compliment devrait pas avoir plus d'impact que, un avis négatif, enfin une remarque négative ou inversement, en fait. Mais c'est vrai qu'on peut avoir tendance, surtout quand tu te sens pas légitime, de te dire d'avoir ce retour. Ça vient aussi te rassurer un petit peu, genre quand même, Ouais, bon. ouais, Mais faut pas tomber peut-être dans cette histoire de: «Ah ouais, comme tu dis, j'ai un pouvoir, moi je peux transformer la vie des gens». Après tout, c'est eux, hein, c'est est-ce qu'ils vont s'impliquer ou pas et c'est eux qui ah, font les choses, hein, comme je dis toujours. Moi, je suis pas à ta place, hein. oui, Mais c'est vrai oui. que c'est pas évident de se Pas évident. détacher Ouais, ouais. des compliments, de la reconnaissance quand, ben, peut-être tu doutes de toi à la base. Mais après bon, là, c'est un travail personnel à faire aussi, mais Mais c'est l'avantage aussi de la maturité, si cette maturité était capable justement de gommer ce type de choses, en fait. C'est ça je remercie l'âge pour ça, en fait, un petit peu. Oui, oui. Et c'est sans fin, en fait. C'est toujours, chaque fois, il faut se le redire, il faut mettre la conscience, parce que sinon, c'est très sucré, en fait, ces compliments, en fait. C'est addictif même, hein. Ça peut être addictif, ah hein. bah, ça fait toujours du bien, ça fait toujours plaisir, on va pas se mentir, hein, mais Oui, oui, c'est vrai. mais ouais, faut pas en devenir, addict, comme tu disais tout à l'heure Oui, avec les bons gâteaux, oui, calmons-nous aussi sur les bons vraiment. compliments. OK, trop bien. Moi, j'ai une petite question parce que du coup, on va dire la thématique principale du podcast, c'est entreprendre, à plus de 50 ans, et cetera. Jusqu'à présent, moi, j'ai la sensation que, bah, justement, avoir, créé ton entreprise, à cet âge-là, ça t'a quand même apporté beaucoup de choses, beaucoup de recul, beaucoup de maturité, beaucoup plus de clarté dans les décisions que tu dois prendre, et cetera. Tu vois? Moins de freins à faire confiance, à déléguer, à te faire accompagner. Donc ça reste très positif. Mais du coup, est-ce que dans tout ça, il y a quand même eu des, aspects négatifs au fait d'entreprendre à cet âge-là? Est-ce que, il y a eu des doutes, peut-être des questionnements, des remises en question à certains moments? Est-ce que je vais y arriver et cetera? Surtout quand tu vois aujourd'hui, entre guillemets, «jeunes générations», les jeunes entrepreneurs. Est-ce que tu te compares, à ces personnes-là? Comment, est-ce qu'il y a des aspects négatifs, tout simplement? Par rapport à la comparaison, oui, je suis bluffé, en fait, de voir des personnes de 25 ans, par exemple, qui, parlent de leur expérience, qui parlent de quelque chose avec beaucoup d'assurance, en fait. Je pense que, je sais pas si je peux généraliser, ma génération à moi, on a moins cette assurance quand on est entrepreneur, quand on commence, tardivement, en fait. Ça dit qu'il y a des générations, pourquoi? Parce que ils sont très à l'aise par rapport aux réseaux sociaux, ils sont très à l'aise, à avoir recours aux citations, aux livres, et cetera. À imposer, en fait, pas imposer, sinon à partager quelque chose qui pour eux, il y a pas de doute, en fait, hein. Moi, des doutes, j'en ai en permanence, en fait. Ça fait partie, en fait, du jeu, hein, c'est comme ça. Oui, je sais pas, en fait, c'est un peu embrasser l'incertitude, hein. C'est le mot qui m'accompagne tout le temps, en fait. Je sais pas si je vais arriver, je sais pas si comment se passer, en fait. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait mon possible. J'ai des choses à améliorer, lesquelles je vais chercher et après, j'avance. Mais je sais pas, dans un an ou, j'ai fait tout pour. À partir de là, embrasser l'incertitude, c'est le mot qui fait que oui. Mais oui, des doutes, il y en a plein. Il y a des jours où je dis: «Bon, c'est fini, je pense autre chose, il faut que je pense faire autre chose» et le lendemain, ça revient. Mais je pense que tout le monde, non, Lise? J'allais dire, en Ouais, fait, c'est les mêmes peu importe montagnes l'âge. russes, à 30, à 50, De mon âge et j'aime bien qui ça et on continue! de diminuer en fait ce temps de mal-être ou de souffrance, des choses qu'on rajoute qui sont pas très salutaires en fait. Pour moi, c'est ça. Justement, est-ce que tu as des conseils, ça serait quoi tes conseils pour venir diminuer ces moments d'incertitude, enfin ces moments de: «Allez c'est bon, c'est terminé, j'arrête, je vais voir chez McDo si on ne peut pas postuler», comment on fait pour, bon j'imagine qu'il y a un travail justement sur comment on voit les choses, mais Ouais. ça serait quoi le conseil là que tu aurais vraiment envie de partager, à nos auditeurs, auditrices? Avoir cette prise de recul nécessaire, très objective, de mettre vraiment les choses sur plat, le réel en fait. Une chose, c'est l'émotion que je peux avoir, l'autre chose, c'est le réel et la relation que j'ai avec le réel. Hein, c'est deux choses. La façon objective et subjective. Il m'arrive ça, c'est quoi ça? Ça, objectivement, c'est ça. Et la relation avec ça, c'est ma façon de l'approcher, hein. Tu vois ce lien entre les deux. Sinon, je suis prisonnier de l'émotion, ça m'empêche d'avancer, ou je ne regarde pas mon émotion et je vois que le réel, et voilà. C'est comme dit, d'accord, est-ce que j'ai de l'argent ou non sur mon compte à banque? J'ai peur de regarder.
Du coup, je reste avec une souffrance d'avoir peur tout le temps, de pas me confronter au réel. Du coup, je sais jamais, en fait, comment je dois agir, hein, parce que j'ai aucun constat de ce qui se passe. Quand le réel, c'est de dire, d'accord, mon compte d'un banque, quelle est ma relation à ça, avec le résultat réel, et à partir de là, comment je peux agir. Mais sinon, j'ai mis tout de tous côtés, hein. Et les jours passent, et je suis inconfortable, et je me sens mal, et si j'ai, et si, et si, et si, et si. Du coup, les et si, en fait, elles sont très inconfortables. Du coup, voilà. Alors, il y a ça, regardons les choses en face, quelle est la réalité, quelle est la relation avec la réalité, et à partir de là, qu'est-ce que je peux faire, seul ou accompagné. Et on tue l'ego. En troisième fois, Non, mais c'est important, il faut marteler le message. C'est de la propagande que je fais. bon, il y a une partie d'ego qui est d'être salutaire et sympathique. En vrai, l'ego, c'est utile aussi un peu. Donc C'est si comme, vous le tuez, je sais pas trop ce que ça va donner, hein, c'est comme les croyances limitantes. Calmez-vous, vraiment, moi je suis un peu inquiète, hein, je sais pas si c'est Halloween effectivement, mais ils ont des tendances là, ces 2-là. Il y a un peu de bienveillance, on va le. Voilà, prenez-en soin un petit peu, le Oui, gros c'est pas dans le sens du poil, mais arrêtez de le tuer. OK, donc on fait face à la réalité et on prend en considération ses émotions aussi, enfin on fait le check, émotion-réalité. On on passe à l'action, enfin qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire? On réfléchit à qu'est-ce que je peux faire, par rapport à tout ça et on «tue l'ego» entre guillemets. oui. Bon, ces détails aussi de résultats, Ouais, en fait. OK. D'accord, le résultat est dans le futur, c'est une projection. J'ai fait un pari pour arriver à ma station qui est envisageable, où je pense que c'est la meilleure, en fait. Mais j'ai aucune garantie de ça. Par contre, j'ai garantie de ce que je vis en ce moment, ce que je suis en train de faire en ce moment. Ça fait que moi, ça m'éloigne un peu cette pression de je vais y arriver ou non, etc. Sinon, d'accord, je fais un pari et je m'entoure que ce que je pense la meilleure solution pour y arriver. Point, en fait. Du coup, là, d'un coup, je me rentre dans ma réalité du présent et je construis quelque chose auquel ça me satisfait, en fait. Ouais, on se met pas trop la pression de, «Ah, il faut que j'ai, X clients absolument, le mois prochain grâce à ce que je suis en train de faire là tout de suite. Il faut absolument que j'ai X clients, sinon ça voudra dire que j'ai foiré». C'est plus, OK, là je mets en place, oui, je sais qu'il faut que j'atteigne un résultat, mais je vais me concentrer sur ce que je mets en place et on verra ce que ça donne et on ajustera en fonction. Et comment je le vis, en fait, cette mise en place, en fait? Est-ce que je le vis dans le stress? Est-ce que je le vis avec enthousiasme? Comment je le vis, en fait? Être attentif aussi à mes réactions par rapport à ce que je fais, en fait, parce que faire un post LinkedIn et le mal vivre, pour moi, ça n'a aucun intérêt, en fait. Est-ce est-ce que je le fais parce que, d'accord, je veux obtenir un résultat, peut-être que convertir une conversion avec des clients, oui ou non, j'en sais rien. Plus de likes, plus de commentaires, plus j'en sais rien. Oui, j'ai un objectif derrière un poste. Mais après, est-ce que j'ai toujours dans l'objectif de futur ou est-ce que je suis en train d'écrire et passer un bon moment, avoir la créativité, traiter un sujet d'une façon auquel j'exprime conviction, hein, tu vois. Ce n'est pas le ni les deux, d'accord. En sous-marin, il y a toujours l'objectif final, mais le comment, il est d'aujourd'hui. Et m'empêcher de le vivre, c'est m'empêcher un peu de vivre aussi quelque chose qui est précieux aussi pour moi. En fait. Ouais et puis enfin, c'est intéressant parce que tu vois, je fais le lien avec la création de contenu, du coup, voilà, Insta, LinkedIn et cetera et souvent ce qu'on entend, c'est: «Bah, je me force à publier» ou voilà, «J'ai l'impression qu'il faut que je publie, 5 publications par jour pour que ça marche». Mais comme tu dis, ça se fait pas dans le plaisir, ça se fait pas du tout dans l'enthousiasme généralement et ça se ressent et du coup, c'est un cercle vicieux où, bah, il y a pas de résultat parce qu'évidemment, bah, ça vient pas avec le cœur. En tout cas, Et, c'est fait dans ouais. la souffrance et du coup, tu as l'impression que tu foires et que tu as pas les résultats et donc tu arrêtes ou alors que c'est vrai que ça paraît, logique, entendu là comme ça que, bah, oui, déjà si tu remets du de la conscience, tu le fais, parce que ça te fait plaisir, parce que c'est une opinion que tu as envie de partager et cetera et ça me semble plus simple de se détacher du résultat parce qu'en fait, tu l'as fait, tu sais pourquoi en fait, avec conviction. Parce qu'il y a déjà un résultat en fait en le faisant, c'est ça que je veux dire. Hein. Même si j'ai pas le résultat escompté, j'en ai un déjà qui est bien. Faut voir. Et c'est ça qui pour moi je trouve qui est intéressant. Ouais, en fait, tu t'apportes ta propre validation, quoi. C'est genre, moi, je suis OK, enfin, j'ai fait un truc qui me plaît. Après, le reste, finalement, si ça marche pour mon objectif, c'est cool. Mais en tout cas, je me suis pas trahie, je veux dire, en écrivant ça. Ouais, ouais. Si ça marche pas, c'est cool aussi. C'est ça que Ouais, je veux ouais. dire. Et si ça marche pas, qu'est-ce que je peux faire de nouveau? Tout en ayant cet esprit de dire ah mais en fait moi avec l'âge je vais dire j'élimine les choses que je n'ai pas envie de faire en fait c'est ça aussi en fait. Si je m'étache un peu ça j'ai pas envie de le faire je le fais pas quoi c'est fou hein
C'est fou, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est aussi, la réalité, on va dire, des entrepreneurs plus jeunes. Sauf que toi, tu le réalises beaucoup plus vite, dans le sens où, là, je vais m'inspirer de ma propre expérience. Moi, quand je me suis lancée, pareil, au départ, j'ai suivi les consignes, j'ai fait des choses un petit peu, contre, enfin, un peu de «force» entre guillemets, parce que ça me plaisait pas, mais il fallait que je le fasse parce qu'on m'a dit que nanani nanana et avec le temps, donc 5 années plus tard, là, Mmh. maintenant, aujourd'hui, j'arrive à faire le tri dans: «OK, ce conseil-là est pertinent, j'ai envie de l'appliquer, mais je le fais à ma sauce pour justement que ça devienne pas une contrainte» et ce Oui. recul-là, je l'avais pas avant. Toi, j'ai l'impression que du coup, ta maturité, on va pas dire ton âge, mais par ta maturité, Mmh. tu as cette clarté d'esprit dès le départ de te dire: «Bah, non, ça j'ai pas envie de le faire parce que c'est ça ne m'intéresse pas, ça ne procure pas forcément de plaisir, ça me procure pas de joie et ça oui, je vais le faire plutôt comme ça parce que ça ressemble plus à qui je suis, à ce que je veux et cetera et Mmh. c'est hyper chouette en fait, c'est tu gagnes du temps finalement. Oui, oui, oui. J'ai une dernière question justement pour, nos auditeurs, auditrices qui se reconnaîtraient justement dans ton parcours, dans la tranche d'âge, dans ce genre de situation et qui se retrouvent, bah, confrontés à des jeunes générations ou avec, peut-être cette impression d'être en décalage, tu vois? Ou de pas tout cerner, de pas tout comprendre, parce que, bah, il y a, la technologie, il y a les réseaux sociaux, il y a ceci et voilà. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil, on va dire très concret, personne dans cette situation, justement, pour mieux appréhender son entrepreneuriat? Justement de ne pas en fait, vouloir suivre des schémas préétablis qu'on pense qu'ils fonctionnent. Quand on dit: «Il faut être dans les réseaux sociaux, il faut communiquer c'est comme ci, comme ça» et cetera, c'est que j'ai les preuves qu'il y a des gens, notamment mon frère, il n'apparaît dans aucun réseau social. Sur aucun. Tu googlises le nom de mon frère et il y a ces marathons qu'il a fait partout dans. Mais il n'y a aucun indice de sa carrière professionnelle. Et pourtant, je suis à la fois admiratif et jaloux de clients qu'il a. Il a un monde de folie, mais de folie. Ça fait que, d'accord, chacun, on doit, c'est pas qu'on doit en fait. Dans mon cas, le challenge principal de comment trouver ma façon de communiquer, mon réseau physique ou présentiel ou virtuel qui m'appartient et comment je peux entrer en relation avec quelqu'un d'autre. Et ça, c'est quelque chose qui est unique et que cette injonction de qu'il faut ouvrir les comptes Instagram, les comptes LinkedIn, les machins, les Facebook, ou j'en sais rien, ou la newsletter, ou ces canaux d'acquisition classique, ça peut marcher ou ça peut moins marcher en fonction de la personnalité de chacun, en fait. Et si on s'écoute pas par rapport à ça, on peut vite être fatigué par ces contraintes de devoir faire quelque chose en pensant que c'est là où on va obtenir des résultats. C'est pas forcément si mathématique que ça, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est trouver vraiment sa propre façon de communiquer, d'aller chercher, et cetera, en fait, parce que sinon on tombe toujours d'accord, faut chercher les clients cibles, il faut faire ça, 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 ça. Oui et non, oui et non. Pas C'est toujours, comme pour tout, pas toujours. dans chaque stratégie, tu as du bon et tu as du moins bon. Il faut juste en être conscient et choisir quel côté les moins bons tu préfères, quelque part. Enfin, moi, je sais que c'est ce que, du coup, j'accompagne, moi, les clients à développer sur toute la partie marketing, communication et tout. Donc du coup, je ces conseils-là, je les donne aussi, tu vois, en fonction de la personnalité de chacun. Tu vas forcément trouver ta manière de communiquer et des fois, les conseils que tu entends, ils sont bons, ils sont efficaces, ils fonctionnent, mais ils sont pas, alignés avec, la personne que tu es ou avec tes compétences, avec, voilà, ton aisance, ce genre de choses et dans ces cas-là, bah, faut pas forcer, en fait. Faut juste trouver d'autres moyens et Oui, dans ces autres moyens, bah, des fois, il y aura des avantages, des fois, il y aura des inconvénients, mais c'est mais OK, quoi. Faut juste oui, vraiment composer. Il faut tester, par contre, tester tout ce qui est possible parce que, bah, il y a qu'en testant qu'on sait si ça fonctionne, si ça nous plaît et cetera et après, une fois qu'on sait, on choisit et et on focalise sur ce qui fonctionne le mieux pour nous, ouais, ouais. dans tous les sens. Alors moi, c'est vraiment comment intégrer justement les connaissances extérieures des conseils d'autres, des méthodes qui existent, comment les intègre pour fabriquer ma propre méthode, en fait, ce qui est utile, qui est plus aligné, entre guillemets, à à ce que je veux ou à qui je veux communiquer et parler, etc. Mais oui, je ne suis pas contre les méthodes, loin de là, en fait. C'est que, à un moment donné, il faut les intégrer, en fait. Les intégrer et construire sa propre méthode. Et là, c'est un travail, je trouve, que ça fait pas non plus dans un pop, comme ça, facilement, hein. Ça mérite un peu de temps, de réflexion, d'action, et cetera, hein. Bon, c'est là que c'est nos métiers, on connaît ça, en fait, tous les 3 en fait, je pense qu'on est là-dedans. Clairement, mais j'adore, j'adore. Donc en gros, c'est bien de prendre les conseils, mais il faut les mettre à sa sauce, les adapter, enfin les intégrer pour soi, tester et bah, agir en fait, hein, tout simplement pour voir ce qui se passe et Mais ça peut être confortable aussi ça, Clémentine, c'est que quand on a une problématique, on veut la solutionner vite, le plus vite possible
pour éliminer la souffrance qu'il y a derrière ou ce sentiment d'inconfort. Et de deux, on pense toujours dans la tête que la solution vient toujours de l'extérieur. Toujours. Parce qu'on a été habitué à ça. Hein. Et avoir un paradigme différent, c'est ça qui est plus compliqué parce que, waouh, ça veut dire qu'il faut que je réfléchisse, il faut que j'expérimente, comme tu disais, Lise, il faut que je mette en action des choses, il faut que j'évalue, il faut que j'analyse, il faut que je me trompe, il faut que j'accepte de me tromper, il faut que j'accepte de savoir ce qui est bon pour moi ou non pour mon business ou non, et à partir de là, faire ses choix et maintenir, soutenir l'action. Voilà, le travail, il est complexe, il est engageant, il est constructif, mais il faut être près de ça, en fait, pour ça, en fait. Bah, je pense que bien souvent, c'est ça qui bloque et qui fait alors, «perdre du temps» entre guillemets, mais c'est que justement, on a du mal à prendre la responsabilité, à se dire justement, à se mettre en face de tout ça et se dire: «Ouais, en fait, il va falloir que je mette les mains dans le cambouis parce que sinon, bah, oui, les conseils, ils peuvent être très, très bons, mais si je suis là à les regarder, c'est sûr qu'il se passera rien. Donc on est bien d'accord que c'est inconfortable et que ça te demande de se regarder un peu en face et de dire: «Bon, bah, comme tu disais avec le compte bancaire, en fait, genre, il faut le regarder si tu veux savoir ce qui s'y passe et si tu es vraiment dans la merde ou si au contraire tu peux faire des choses et tout. Ouais, Il faut le regarder, mais ouais. bah, oui, il y a une peur, oui, c'est inconfortable, oui, ça va peut-être pas faire plaisir ce que tu vas y voir, on est bien d'accord, mais c'est quand tu te confrontes à ça qu'après tu es là genre: «Bon, on va y aller, on va mettre en place des choses parce que là, par contre, c'est pas OK», C'est là où tu mais peux agir et moins réagir, en fait. Tu c'est peux ça. agir en toute conscience en disant: «D'accord, hein, la réalité, c'est là. Elle me plaît pas, mais je peux faire quelque chose». Sinon, nier la réalité, c'est très difficile, en fait, de pouvoir avancer correctement et ça nous met dans des états très inconfortables, pour le coup. Ouais, bah, c'est ça, si tu arrives à 0 sur ton compte, enfin, genre, tu as un appel de ton banquier, genre: «Excusez-moi, mais là, il y a plus rien, là». Là, Ouais. ça c'est un peu la panique, alors que si tu avais regardé avant, il y aurait peut-être eu moyen de d'agir avant qu'il y ait plus rien, quoi. Tu es gentil, Clémentine, 0 ça va, mais c'est moins. C'est moins. Ouais, 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 je sais, hein, je sais, mais je veux pas brusquer les gens. Tu fais pas peur aux gens. Pour ça, c'est un banquier gentil, où on est juste à 0, ça Oui. va, mais vous aurez compris que généralement, ils appellent pas pour 0, mais c'est un peu plus Autre chose, rude. on pense parfois que regarder un peu les choses en face, ça peut faire toujours peur. On se dit, il y a des pathos parfois et tout ça. Et non, parfois c'est très enthousiaste parce qu'on découvre des choses. On peut découvrir des choses merveilleuses, en fait, en regardant les choses telles qu'elles sont. Hein. Parfois, on met toujours, oui, il y a de la douleur, il y a de la souffrance, ça va être que difficile. Pas forcément. Parce que découvrir des idées nouvelles, découvrir qu'on est capable d'avoir de nouveaux liens, de cette capacité cognitive d'être innovant, de créer, ça donne beaucoup de fierté à la personne et de confiance. Donc voilà, j'ai résolu ça par moi-même, quoi. J'ai trouvé des choses, des astuces, j'ai testé des choses qui fonctionnent et waouh! Non, on peut se mettre que des médailles, nous tous. Et puis souvent, il y a aussi un truc qui se passe, c'est que quand tu es au pied du mur, peu importe la situation, si c'est financier ou pas, mais quand tu es au pied du mur, justement, quand tu es confronté à la réalité, c'est souvent là où tu trouves les moyens ou les solutions qui vont te permettre de rebondir, ou d'améliorer ta situation et ça, des fois, on le sous-estime un peu en se disant, «Je refuse d'affronter effectivement, la réalité en face par peur de ce que ça va impliquer derrière, par peur de l'inconnu, de l'inconfort, tout ça et tout». Mais en réalité, des fois, c'est juste le coup de pied au cul qu'il nous faut pour, derrière, se sortir les doigts de là où je pense et repartir, sur une meilleure dynamique avec de meilleurs résultats et cetera. Ouais, ouais. Parce qu'on change rarement par conscience, en fait. On change parce que quelque chose nous pousse, parce que c'est tellement inconfortable qu'on doit changer, on veut changer, mais pas parce que j'ai dit, ah, le matin, ah, je vais réfléchir sur ça, qu'est-ce que je peux mettre en place? C'est rare, en fait. Après, quand on est en train de se noyer, on voit quelqu'un dans la rivière qui est en train de se noyer, on va pas lui dire, écoute, et comment tu te sens? Et, ah, je pense que je peux faire une petite corde avec, tressée, avec quelques herbes que j'ai trouvées là. Attends, bah, je vais te faire une très jolie corde, tu vas voir, ça va être magnifique. Et à un moment donné, l'urgence, ça fait qu'il faut des actions coup de poing. On jette le premier bâton, et on essaie de sauver la personne. Hein, c'est parce que, non. Ah, parfois, on devient un peu ridicule aussi dans cet accompagnement de dire non, non, mais t'as quelle sensation, comment tu sens l'eau, de quelle saveur. Quelle température? Est-ce que tu es sûr que vraiment là, c'est problématique? La pauvre personne s'est noyée déjà, je veux dire. Est-ce que Ah, c'est pas le moment d'apprendre à nager? Vas-y, essaye de bouger les oui, bras. exactement, oui. Euh, Non, mais je dis que cette situation répond à un type d'action plus ou moins urgente. Je veux dire, il y a un moment que la réflexion, elle est pas, que tu n'as pas le temps ni la réflexion nécessaire. Il faut trouver la solution rapide. C'est bien.
Eh ben, parfait. Bah, j'espère que vous n'êtes pas en train de vous noyer ou que vous trouverez les bonnes solutions. On a tout ce qu'il faut, des branches d'arbres, On des a tout cordes, ce qu'il tout est faut, prêt. on est parés. OK, trop bien. Écoute, je sais pas si je peux dire merci pour ce bon conseil, de balancer des branches et tout, mais si, bien sûr que si. Non, mais merci beaucoup parce que c'était vachement riche et je pense que ça peut amener à pas mal de réflexions, pas mal de se regarder en face aussi et se dire: «Bon, bah, concrètement, il se passe quoi?» et cetera et c'est intéressant d'avoir ce genre de retour et que finalement l'âge, c'est pas tant un problème. Au contraire, j'ai l'impression que ça t'a apporté peut-être plus de clarté plus vite sur justement, se faire aider, se faire accompagner, genre, voilà, là, l'ego, genre: «Allez, tais-toi, là, j'ai pas le temps, on va faire les choses bien et on va pas faire genre: "Oui, moi, je vais tout apprendre par moi-même"». Donc je pense que ça t'a apporté pas mal de recul et que finalement, mis à part le fait que oui, tu auras peut-être moins de temps de pratiquer que certaines personnes qui ont 20 ans, finalement, tu totalement ta place et tu fais ta place et tu mets les choses en place pour, donc c'est très, très intéressant comme discours et très inspirant. Donc merci beaucoup, Ferran, non, Farhan, J'essaie Farhan. Excusez-moi, j'essaye de le dire parce que c'est en catalan normalement, donc on est Farah. on fait un petit cours de catalan là, si vous voulez. Petite pause culturelle. Bref, merci beaucoup. Merci. Merci à vous, Lise et Clémentine. C'était vraiment un plaisir de partager ce moment. On a rigolé, on a tué l'ego, Plusieurs fois d'ailleurs. Plusieurs enfin, fois. on l'a récupéré, on l'a réanimé, L'acharnement quoi, à ce on a niveau-là, hein. jeté une corde, on a tout fait. Donc c'est ça, vous envoyez les cordes à l'ego qui est en train de se noyer? Exactement, on le récupère, enfin, un peu de bienveillance. Parfait, merveilleux, merveilleuse fin d'épisode. Merci beaucoup. Merci, merci. Si l'épisode t'a plu, partage-le à tes potes en galère et dis-nous qui tu aimerais découvrir sur ce podcast. Nous, on se retrouve la semaine prochaine et rappelle-toi, c'est pas parce que t'as la loose que t'auras pas de flouze. Hashtag drop the mic. Mais qu'est-ce que tu fous? T'es encore là?